Et quand je regarde l'Europe qui est absente de la troisième révolution industrielle, en fait, elle a tous les moyens pour revenir dans la troisième révolution industrielle, cette Europe, mais à condition, de mon point de vue, de constituer un noyau dur. Alors, quand je dis Europe, c'est dans l'immédiat. Alors, toute l'Europe aujourd'hui est absente de la troisième révolution industrielle. De ce point de vue, d'ailleurs, en perdant le Royaume-Uni, on perd un des grands acteurs européens de la troisième révolution industrielle, puisqu'il y a des très très belles boîtes numériques au Royaume-Uni, notamment dans la fabrication de microprocesseurs. Donc, la sortie du Royaume-Uni nous affaiblit, mais ça sera un des éléments que j'évoquerai dans le cadre de la stratégie que la France peut mettre en œuvre dans les années qui viennent. Je précise aussi pour que, encore une fois, vous ne déprimiez pas. De mon point de vue, regardez le monde tel qu'il est, il n'y a aucune raison de déprimer, mais pour moi, la France est une valeur de rebond, hein. Sauf qu'il faut qu'elle soit gouvernée, donc je ne peux pas vous dire si elle va être gouvernée. Mais ce n'est pas du tout un pays foutu, hein. Et donc, notamment, la France, elle doit œuvrer pour que l'Europe, comme je vais le dire à l'instant, constitue un noyau dur pour être capable de répondre à la troisième révolution industrielle et dans le même temps faire un deal avec le Royaume-Uni dès qu'il sort de l'Union européenne pour qu'on travaille ensemble sur des questions stratégiques. Alors, je vous disais très clairement tout à l'heure, l'Union européenne à 27, il faut la garder, c'est un marché unique avec une politique commerciale commune. Donc, vous savez qu'il y a trois grandes politiques qui sont uniquement européennes. Donc, au niveau national, la marge de manœuvre est très faible. C'est la politique de la concurrence, d'une part, et la politique commerciale de l'autre. Donc, ce sont des prérogatives 100% européennes. Donc, ça, c'est depuis le traité de 57. Donc, le traité de 57, dans son esprit, il reste important puisque c'est dans le traité de 57 modifié par le traité de l'acte unique. Donc, il y a eu une douzaine de traités qui ont modifié le traité de Rome, dont le traité de l'acte unique et le traité de Maastricht. Et donc, dans ce traité de Rome modifié, c'est l'Europe qui décide de la politique de la concurrence pour tous les pays membres et c'est l'Europe, la Commission européenne, qui mène toute la politique commerciale en lien avec les États, bien sûr, mais néanmoins, ce sont les commissaires européens en question qui sont très puissants, le commissaire à la concurrence et le commissaire au commerce. Alors, la troisième politique qui est européenne, c'est la PAC, mais qui a été dévoyée à un parti puisque c'est plus, il n'y a aucune vision stratégique dans aucune politique en Europe. Donc la PAC, c'est devenu un système de redistribution au bénéfice des agriculteurs. Très bien, pourquoi pas, mais là aussi, dans les 20 prochaines années, avec le réchauffement climatique, avec tout ça, être capable d'être une grande puissance agroalimentaire exportatrice, c'est un vecteur de développement absolument massif. Donc, il faut qu'on ne regarde pas ça comme juste une assistance sociale aux agriculteurs. Alors, donc, qu'est-ce que je propose? C'est de faire un noyau dur d'une dizaine de pays qui soient capables de mener une politique stratégique. Alors, je précise que j'ai écrit depuis 25 ans 3 ou 4 livres sur ces questions-là. Je suis ça de très près, donc c'est une proposition extrêmement précise. L'Union européenne, elle est donc à 27 fondée sur le marché unique, avec une politique de la concurrence et une politique commerciale commune. Donc, c'est de plus en plus fédéralisé tout ça. Mais à côté du modèle en train de se fédéraliser, sous la conduite à la fois de la Commission et de la Cour de justice de Luxembourg, on a la possibilité de faire de l'intergouvernemental à l'intérieur de l'Union européenne. Alors, on ne le sait pas forcément, mais il existe déjà des traités intergouvernementaux qui lient un certain nombre de pays au sein de l'Union européenne. Ce n'est pas une innovation juridique. Et donc, l'idée, c'est de faire un traité intergouvernemental entre plusieurs pays significatifs pour que ces pays mènent une politique stratégique dans le contexte que j'ai évoqué précédemment, c'est-à-dire face au condominium sino-américain. Donc, comment pourrait démarrer ce noyau dur? Donc, rien ne peut se faire sans un accord initial franco-allemand qui, au fond, partirait de la prise de conscience qui commence à monter depuis 3-4 ans en Europe. Hein. Or, à l'intérieur de l'Allemagne,
il y a un groupe d'actions puissant qui n'est pas du tout sur cette vision de regarder ça de loin, qui est le BDI, qui est le patronat industriel allemand, qui est évidemment totalement branché sur l'économie mondiale. Et le BDI s'inquiète beaucoup de l'avenir de l'Europe et se rend compte de l'affaiblissement de l'Europe. Donc, à l'intérieur de l'Allemagne, il y a donc ce noyau dur industriel allemand qui est extrêmement puissant sur le plan économique et politique et financier à l'intérieur de l'Allemagne, qui comprend qu'on a un problème et qu'il faudrait peut-être faire quelque chose vis-à-vis de ce problème. On a une France qui pourrait agir beaucoup, mais qui n'utilise pas ses moyens financiers sur ces questions-là. Quand il y a eu les Gilets jaunes, d'un seul coup, Macron a trouvé 15 milliards d'euros pour répondre aux Gilets jaunes. Quand Villani a sorti son rapport sur l'intelligence artificielle au printemps 2018, Macron a mis 1,5 milliard sur 5 ans sur l'intelligence artificielle, c'est-à-dire 300 millions par an. Donc, si on regarde cette union, bon, l'Allemagne a une industrie beaucoup plus puissante que la nôtre, des excédents extérieurs. Nous sommes massivement désindustrialisés depuis 20 ans. Le poids de l'industrie manufacturière en 2000 en France, c'était 14 points de PIB, aujourd'hui c'est 10. Donc, on a un poids de l'industrie manufacturière qui s'est effondré, et avec 10, aujourd'hui, on se compare à une Allemagne qui est à 20, sachant qu'entre-temps, la France est appauvrie vis-à-vis de l'Allemagne. Aujourd'hui, le PIB de la France est tombé à 70% du PIB de l'Allemagne. Donc, 10% de 70 par rapport à 20 de 100. Vous voyez que l'Allemagne a une valeur ajoutée industrielle qui est quasiment le triple de la nôtre. Or, ça nous tue. Ça nous tue parce que c'est l'industrie qui exporte. C'est souvent ce que je dis, sous la formule du paradoxe des 2 fois 80%. Alors, je redis que tout ce que je dis, c'est des trucs à dire autour de vous. Le paradoxe des 2 fois 80%, c'est que dans tous les pays développés, l'économie de service représente un peu plus de 80% du PIB. Dans toutes les économies, ça représente à peu près 80% du PIB. Mais dans les exportations mondiales hors énergie et matières premières, 80% des exportations sont des exportations de produits manufacturés. Donc, je répète, nous avons que ce soit en France, Allemagne, qui est un peu plus au-dessus, mais en moyenne, dans tous les pays développés, France, Royaume-Uni, États-Unis, Italie, Espagne, hors Allemagne, à peu près partout, l'industrie, c'est 15 points de PIB. Donc, l'Allemagne est à 20 et nous à 10. Mais en moyenne, c'est 15. L'agroalimentaire, c'est 3. Donc, on a en moyenne des économies qui sont à 80% des économies de services. Mais quand on regarde les exportations mondiales en enlevant l'énergie et les matières premières, 80% des exports sont des produits manufacturés. Donc, les 15% de l'économie font 80% des exports. Donc, vous n'avez pas d'industrie, vous n'avez pas d'export. Si vous n'avez pas d'export, vous avez un déficit extérieur. Si vous avez un déficit extérieur, vous êtes continuellement en train de bloquer le développement économique pour limiter le déficit extérieur. Donc, si on veut pousser nos chevaux de croissance, il faut pousser notre industrie pour avoir une capacité d'export. Mais l'industrie, ça change de sens à chaque révolution industrielle. Et donc, l'industrie, dans la première révolution industrielle, c'est ce qui marchait à la vapeur. Dans la deuxième révolution industrielle, c'est ce qui marchait à l'électricité. Dans la troisième, c'est tout ce qui marche à l'informatique. Donc, l'industrie, c'est toutes les activités à base de processus normés et informatisés aujourd'hui. Donc, quand vous prononcez industrie, aujourd'hui, les gens voient des hauts fourneaux. Non, industrie, c'est des salles blanches, c'est des usines opérées par des robots. Je précise au passage que la France est frappée de 3 grandes incompréhensions sur le monde. La première, c'est sur l'âge. La deuxième, c'est sur les robots. Et la troisième, c'est sur le temps de travail. Ces 3 erreurs, ont pour fondement la question de la compréhension de ce qu'est l'activité économique. L'activité économique, en France, on pense que c'est de la mécanique. En réalité, c'est de la biologie. Ce sont les pays dans lesquels l'âge de départ à la retraite est le plus tardif, que l'emploi des jeunes est le plus fort.
Donc, il faut enseigner ça autour de vous, les 3 incompréhensions françaises. Dans les pays où on part à la retraite à 65 ans, le taux de chômage des jeunes est le plus faible. En France, on pense l'inverse. On pense qu'il faut partir, que les vieux partent à 58 balais pour que les jeunes bossent. C'est totalement faux, c'est radicalement faux. Quand on prend la trentaine de pays de l'OCDE, c'est les pays dans lesquels les gens bossent le plus tard que les jeunes bossent le plus. Donc c'est une idée clé. La deuxième, qui est en partie liée, c'est que c'est dans les pays les plus robotisés que le taux d'emploi est le plus élevé. Alors qu'en France, allez à la télé et dites je vais robotiser les usines, les gens vont dire c'est un taré, lui, on n'aura plus personne pour bosser. C'est l'inverse. C'est dans les pays où les usines sont les plus robotisées qu'il y a le plus d'ouvriers. Parce que d'abord, il faut fabriquer les robots. Et puis ensuite, dans la mise en œuvre d'un robot, il y a 2/3 de main-d'œuvre. Voilà. Y compris financièrement. Hein. Ça a beaucoup été étudié. Un robot relativement simple, c'est 40 000 euros. Pour le rendre opérationnel, sur les 40 000 euros, il y a 10 000 euros d'achat de robot et 30 000 d'intégration du robot dans les processus de fabrication. Donc, deuxième idée, c'est là où c'est le plus robotisé qu'il y a le plus d'emplois. Et la troisième idée, qui nous a fait tant de mal dans les 20 dernières années, c'est sur le temps de travail. C'est dans les pays où on bosse le plus qu'il y a le plus de taux d'emploi. Donc, si vous prenez ces 3 idées ensemble, si on veut relancer l'emploi en France, il faut reculer l'âge de départ, il faut robotiser, il faut augmenter le temps de travail. Vous dites ça à la télé, vous êtes un cinglé absolu, et néanmoins, il faut commencer à le dire, parce que les gens n'entendent que l'inverse à 199% depuis 30 ans. Donc, il faut reformater l'opinion publique sur ces sujets-là. Et donc, si on regarde l'Europe, mais là j'ai déjà commencé la France, mais je dis encore quelques mots sur l'Europe, si la France et l'Allemagne se mettaient d'accord sur une politique industrielle et stratégique, à ce moment-là, on peut définir un projet qui tourne autour de 3 idées. La première, c'est qu'il faut un budget du noyau dur industriel. On ne parle pas ici d'un budget de l'Union européenne. Donc actuellement, toutes les initiatives portent sur un budget de l'Union européenne. En réalité, si on voulait avancer, il faudrait parler d'un budget du noyau dur à constituer. La deuxième idée, c'est qu'il faut quand même un minimum de gouvernement économique pour diriger ce groupe de pays qui déciderait de lutter ensemble dans le cadre de la troisième révolution industrielle. Et la troisième idée, sur laquelle je me bats depuis 20 ans à travers plusieurs bouquins, des conférences, des articles, ce qui est quand même très important, c'est qu'on ne peut pas continuer à avoir des... oui, il n'y a pas que les sources fiables, je suis d'accord, mais ils sont dans les débats, mais il ne se passe rien. La troisième idée, c'est que la concurrence fiscale et sociale la plus violente en Europe, elle est la plus violente dans le monde, elle est à l'intérieur de l'Union européenne. Nous ne sommes pas en concurrence fiscale et sociale avec la Chine, l'Inde ou les États-Unis. On est en concurrence fiscale et sociale avec ce que j'appelle les 5 renégats, qui sont l'Irlande, les Pays-Bas, Malte, Chypre et Luxembourg. Ces 5 pays qui font ensemble 30 millions d'habitants sur les 500 millions d'Européens, ou 25 millions d'habitants, ces 5 pays ont la capacité de bloquer toute évolution sur les aspects fiscaux et sociaux parce que dans le traité de Maastricht de 91, qui est maintenant intégré au traité de Rome, on a décidé que toutes les questions fiscales et sociales devaient se décider à l'unanimité. Erreur gigantesque. Ce qui fait que les 5 petits nains bloquent toutes les initiatives franco-allemandes sur les questions fiscales et sociales. Il y a un moment où il va falloir faire péter ce verrou. Il faudra aller faire un coup de force politique extrêmement violent pour péter ce verrou. Donc, est-ce qu'on va le faire? Je n'en sais rien. Je vous dis, tant qu'on n'a pas fait ça, il ne se passe rien en Europe. Et si on fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Je le développe en quelques secondes. L'idée de ce noyau dur, c'est de se donner une capacité budgétaire dans toutes les technologies de la troisième révolution industrielle. Donc l'objectif, c'est un budget de l'ordre de 2 points de PIB de ce noyau dur qui serait investi totalement dans l'intelligence artificielle, la voiture autonome, les batteries du futur, les drones, toutes ces questions-là. Donc c'est vraiment absolument clé pour l'avenir de créer ce noyau dur.
Alors, comment je voudrais que vous partiez avec cette fleur très odorante dans vos rêves du futur, qui est que ce noyau dur, si on le constitue autour de la France et de l'Allemagne, il faut automatiquement inclure le Benelux. Pourquoi il faut inclure le Benelux? Pour deux raisons. La première raison, c'est que, notamment dans le Benelux, il y a des pays très emmerdants, comme les Pays-Bas. Donc, si on arrive à faire un accord franco-allemand qui soit signé par les Pays-Bas, on est certain que tout le monde va le signer. Le deuxième point, qui est très important, c'est que, comme vous le savez peut-être, les grands ports français et allemands ne sont pas en France et en Allemagne. Vous avez conscience de ça? Le premier port français, c'est Anvers. Le premier port allemand, c'est Rotterdam. Or, dans le monde global, il faut contrôler ces ports et ces aéroports. Sinon, vous ne comptez pas. Donc, il faut qu'on intègre le Benelux pour récupérer nos ports, la France et l'Allemagne ensemble. Et si on fait un noyau à 5, alors comment le faire? Je donne juste une indication. C'est un noyau ouvert, il n'est pas fermé, c'est-à-dire qu'on le constitue de la manière suivante. Tout pays membre de la zone euro, attention, je ne parle pas de l'Union européenne, tout pays membre de la zone euro peut intégrer le noyau dur à la condition qu'il accepte les trois fondements du noyau dur. Un, il accepte qu'il y ait un gouvernement économique de ce noyau dur, c'est-à-dire, il ne faut pas exagérer ce que je suis en train de dire, le gouvernement économique, c'est une coordination économique plus poussée entre ces 9 pays. Le deuxième, c'est un budget, là aussi, il ne faut pas délirer, c'est un budget de 2 points de PIB. Je rappelle que le budget fédéral aux États-Unis, c'est 20 points de PIB, là on parle de 2 points de PIB. L'idée, c'est d'investir dans toutes les technologies du futur. Et la troisième idée, malheureusement, on ne pourra pas aller comme aux États-Unis vers un système fiscal et social essentiellement intégré. Il y a peu de gens qui savent que l'essentiel du système fiscal et social américain est fédéral. L'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés aux États-Unis, c'est fédéral. Toute la protection sociale est fédérale aux États-Unis, on ne sait pas. Et donc, on n'ira jamais vers ça en Europe, c'est trop tard, et les pays du Nord ne veulent surtout pas mettre les doigts dans la protection sociale française. En moyenne, la protection sociale dans les pays de la zone euro en France, c'est 25 points de PIB. Donc, personne ne veut partager la protection sociale avec un État qui met 34 points de PIB dedans. Il faut bien comprendre, ça n'arrivera jamais. En revanche, on pourrait au moins avoir des minima fiscaux et sociaux. Par exemple, on pourrait dire le taux d'IS, les pays du noyau dur le mettent où ils veulent, mais pas en dessous de 18. Et puis, on essaierait de faire en sorte que ça passe au niveau de l'Union européenne, parce que le noyau dur serait très puissant. On pourrait dire, par exemple, on va mettre en place un revenu minimum, mais pas en euros, mais en pourcentage du salaire moyen. Au niveau mondial actuellement, par exemple, le salaire minimum à peu près partout se situe entre 45 et 60% du salaire moyen. En France, il est trop élevé parce qu'il est à 60-61% du salaire moyen. Et dans la plupart des pays riches et qui croissent rapidement, il est à 45%. L'idéal, c'est d'avoir un salaire minimum qui est à 50% du salaire moyen. Et si donc on allait dans cette direction, on pourrait dire tous les pays du noyau dur s'engagent à avoir un salaire minimum compris entre 45 et 55% du salaire moyen de chaque pays. Alors pour la France, ça serait bien, ça nous obligerait à réduire progressivement le poids du SMIC par rapport au salaire moyen. Dans d'autres pays, ça accélérerait. Voilà, donc c'est tout ce qu'on dit sur ce noyau dur. Le point clé, c'est l'idée qu'on se dote d'une capacité à investir sur les industries d'avenir. Si on fait ça, je conclus, si France, Allemagne, Benelux se mettaient d'accord, il est quasi certain qu'Italie, Espagne, Portugal rejoignent avec l'Autriche. À ce moment-là, on a un noyau dur de 9 pays. Alors, on pourrait se dire, bon, pourquoi il vient de passer 10 minutes sur ce noyau dur de 9 pays? Vous vous souvenez de tout ce que j'ai dit sur États-Unis, Chine? Eh bien, ce noyau dur de 9 pays, s'il comprenait les 9 pays que je viens d'évoquer, il est tout de suite à 14 points du PIB mondial. D'un seul coup, fait naître un géant qui est à la taille de la Chine. Voilà, on a une mine d'or sous le parquet et personne ne veut donner de coup de pioche. Et là, il faut être clair, personne ne veut donner de coup de pioche parce qu'il faut que les Allemands soient d'accord.
Et là, je vais être très direct. Si j'étais allemand, est-ce que je voudrais renforcer mon alliance avec une France qui s'est laissée désindustrialiser, c'est-à-dire qu'elle n'a rien compris aux transformations du monde, et qui, en plus, n'a jamais eu d'équilibre de ses finances depuis 45 ans, que la conjoncture soit bonne ou mauvaise. Quand vous êtes allemand, vous pouvez comprendre qu'on a un déficit quand la conjoncture est mauvaise, mais que vous n'ayez jamais eu même les finances à l'équilibre depuis 45 ans, pour un Allemand, voilà, c'est juste hors champ, quoi. Vous êtes un zombie, quoi. Donc, si on n'est pas capable de reprendre en main nos finances publiques, si on n'est pas capable de relancer l'industrie en France, on ne sera jamais crédible. Je voulais simplement, par ce noyau dur, vous dire qu'il y a des capacités de répondre en Europe sans faire des plans sur la comète. Est-ce que nous serons capables d'avancer? Alors, il y a des petits pas qui se font actuellement, mais ce n'est pas assez et ce n'est pas assez vite. Maintenant, si je regarde l'ordre mondial qui se constitue sous nos yeux en allant au slide 21, si je prends l'Eurogroupe à 9 que j'évoquais, le 9, la France est tout petit, 67 millions, l'Allemagne c'est 82 millions, vieillissant. Mais d'un seul coup, on crée un géant de 307 millions qui se compare aux États-Unis à 330 millions. Et si les 9 attirent quelques 5 ou 6 autres petits pays de la zone euro actuelle, on crée ce qu'on peut appeler un noyau E15. C'est le E9 plus Finlande, les 3 Baltes, la Slovaquie et la Slovénie, qui rejoindraient immédiatement parce qu'ils ne voudraient pas rester en dehors de ce truc. Et le 15, c'est 15,3% du PIB mondial. Et si la France fait une alliance avec le Royaume-Uni sur les questions de défense et de numérique, en plus de la création de l'E15, on peut créer ce que j'appelle l'E15B, c'est-à-dire l'E15 plus la Grande-Bretagne. On est à 18,5 du PIB mondial, c'est-à-dire qu'on a vraiment la capacité de réagir. Mais on ne peut pas le faire dans le marché unique qui, par rédaction du traité de Maastricht, ne permet pas de constituer un noyau dur stratégique. Donc, il faut le savoir. Donc, toutes les tentatives au sein du marché unique ne mèneront à rien. Et donc, il faut garder le marché unique, mais travailler en dehors. Alors, j'en viens à la France post-Covid. Je vais un tout petit peu commencer. Thierry, il reste combien de minutes dans le segment actuel? Non, là, il nous reste encore 10 bonnes minutes. 10 Alors, bonnes minutes. je dis quelques mots pour amorcer la France post-Covid. Et surtout, c'est une bonne transition pour parler de la situation que vous avez décrite, vous tous, au début de la réunion, c'est-à-dire moi, dans ma boîte, je suis dans quel monde? Donc, vous êtes dans le monde que j'ai évoqué, qui était une description géostratégique. Donc, une description géostratégique d'un monde dominé par la Chine et les États-Unis en confrontation qui va être totale les 20 prochaines années, qui est déjà totale, avec d'autres acteurs secondaires que sont la Russie, l'Inde, et puis une Europe qui n'existe pas sur le plan stratégique. Ce n'est pas une critique, c'est une observation. Donc ça, c'est une définition stratégique. Maintenant, si on regarde le monde sur le plan économique, qu'est-ce qu'on peut dire sur le monde sur le plan économique? Donc, on est slide 23. Si on regarde la slide 23, ben voilà, c'est extrêmement désagréable, mais la crise 2020 est d'une violence inouïe. Mais vous l'avez tous dit, vous le savez, vous êtes en plein dedans, on est tous en plein dedans, on s'en prend tous plein la gueule. Donc, pour bien mesurer les ordres de grandeur que vous devez véhiculer à tous vos salariés, mais à vos familles, à vos enfants, à vos parents, il faut que tout le monde autour de vous sache tout ce qu'on vient de dire là, sur la carte géostratégique mondiale. Maintenant, sur le plan de l'économie, le régime de croissance mondiale depuis 7-8 ans, c'était 3,5 par an. Donc la planète économique peuplée de 7,8 milliards d'habitants croissait à 3,5 par an. Voilà. Déjà, ça, c'est une point clé. Même quand ça allait chez nous, c'était quand même 3,5 ailleurs. Même quand nous, en France, en 2013, on est à 0,6, même quand en 2002,
2012, on est à 0,3, le reste du monde, il est à 3,5. Donc, voilà, le monde est à 3,5. Et le monde est à 3,5, c'est la moyenne entre un monde industriel, il y a 34-35 pays industriels, ça c'est les classifications du FMI, et le monde industriel a une croissance autour de 2,25. Le régime depuis 7-8 ans, c'est une croissance à 2,25. Donc le monde, la planète, c'est 3,5. Les pays développés, un pays industriel ou développé, c'est 3,5 du PIB. Pardon, 2,25 du PIB. Et les émergents, il y a à peu près 160 émergents et pays en voie de développement. La planète, c'est seulement 194 pays au FMI. Pour vous amuser, il y a 194 pays au FMI, mais je crois qu'on est 203 dans l'Union mondiale de foot. Donc les 9 pays qui ne sont pas au FMI ou aux Nations Unies, mais qui sont dans l'Organisation mondiale de foot, c'est rigolo. Et donc, on voit que ces 160 pays qui font le reste des 195 pays, 94-15, ils sont dans un régime de croissance à 4,5 par an. Donc, on est dans un monde de croissance mondiale à 3,5, qui est la moyenne entre 30 pays industriels à 2,25 et 160 émergents et en développement qui sont à 4,5. Voilà. Ça, c'est le régime normal depuis 7-8 ans, depuis qu'on est sorti de la crise de 2008-2009. L'année 2020, par rapport à un régime mondial à 3,5, c'est moins 3,1. Donc, le choc, il est à moins 6,6. Donc, quand vous passez de plus 3,5 à moins 3,1, vous êtes à un choc de plus de 6, d'une violence inouïe. Et pour ce qui est des pays industriels, par rapport à une tendance à 2,25 qui avait commencé à flancher au second semestre 2019, en lien avec la crise commerciale entre la Chine et les États-Unis, on a des pays industriels qui passent de 2,25 à moins 6. Donc la crise que vous ressentez, elle est réelle, elle est violente, elle est extrêmement significative. Pour ce qui est des émergents, ils souffrent beaucoup moins. Ils étaient à 4,5, ils vont faire du moins 1. Alors, ce sera moins 1 ou moins 2, mais ils souffrent beaucoup moins que les pays industriels. Alors, remarquez que si vous allez regarder sur 2008-2009, c'était déjà la même chose. C'est-à-dire que les crises, la crise actuelle, elle est née en Chine, mais elle frappe beaucoup les pays développés. La crise de 2008-2009, elle était née aux États-Unis, mais elle avait frappé essentiellement les pays industriels, où on avait fait moins 3,4, alors qu'on avait une tendance qui, avant la crise de 2008, était un peu plus élevée que le 2,25 dont je parlais à l'instant. Avant la crise de 2008, on était plutôt sur une tendance à 3, et on avait fait plus de moins 3. Donc, on avait eu aussi un choc de 6, là, extrêmement violent. Et les émergents et en développement, qui étaient là, ils n'étaient pas à 4,5, mais ils étaient plutôt à 8, ils étaient tombés à 3 et ils rebondissent tout de suite à 7. Donc, on voit qu'il y a une asymétrie au plan mondial, que la crise vienne d'un pays développé ou d'un pays émergent, soit les États-Unis, soit la Chine. À chaque fois, ce sont les pays industriels qui sont le plus touchés. Pourquoi? Parce que ce sont des pays dans lesquels l'industrie joue encore un rôle important en termes de milliards d'euros de production. Et donc, nous sommes terriblement touchés. À l'intérieur du monde émergent, l'Asie en développement, avant la crise de 2008-2009, elle faisait du 10% par an. Après la crise de 2008-2009, elle était sur un train de 6,5-7. Donc, elle va tomber à 1 cette année, mais elle est toujours en positif. Pour ce qui est des États-Unis, ils devraient passer de plus 3 en 2018 à moins 6 en 2020, mais c'est peut-être même optimiste, ça pourrait être pire. Et quand on regarde le Japon, il devrait passer de 1 à moins 5. Le Japon est sur un train de croissance de 1, dans un contexte de vieillissement rapide et de réduction de la population. Et la zone euro va se reprendre une baffe colossale. En 2008-2009, voilà, en 2009, on s'était fait du moins 4,5
quand les États-Unis n'avaient fait que moins 2,8 alors que la crise était partie chez eux. Et en 2020, on va se faire du moins 7, moins 8. La France, ce sera à moins 8 au mieux. L'Allemagne à moins 7, parce que vous savez qu'elle a mieux réagi à la crise. Donc, on est dans un contexte où les deux grandes crises récentes, 2008-2009 et donc la crise de 2020, elles frappent particulièrement des pays industriels et plus particulièrement la zone euro à chaque fois. Et pourquoi à chaque fois ces crises frappent particulièrement la zone euro? C'est parce que nous n'avons pas un gouvernement de la zone euro, il n'y a pas de budget de la zone euro. Alors, pour la première fois, on évoque la possibilité qu'il y ait un budget. Vous avez compris que non seulement on est dans le ventre mou du monde, mais en termes de récession économique, on est dans le continent qui est le plus touché au niveau mondial. Donc, suite à la violence de la crise qui frappe l'Europe, il y a eu, alors c'est très récent, c'est mars-mai, d'abord un programme qui a été mis en place par la BCE, le PSPP, qui consiste à racheter des titres publics et privés pour essayer d'éviter une crise de la dette. C'est un programme qui pourrait être de l'ordre de… Alors, ce programme est en place depuis mars 2015, mais il est complété par un programme mis en œuvre depuis le 18 mars 2020, qui est le PEPP. Donc, l'un, c'est le PSPP, l'autre, le PEPP. Le PEPP, c'est le Pandemic Emergency Purchase Program, qui est de 750 milliards d'euros. Donc, c'est un programme de la BCE. On est page 17. Et puis là, maintenant, il y a un plan qui a été adopté par les 27 ministres de l'économie et des finances de l'UE le 9 avril, donc on est en temps réel là, de 540 milliards d'euros, qui repose sur 3 piliers, 100 milliards pour aider les… C'est un fonds de garantie du chômage partiel au niveau de l'ensemble des pays de l'Union européenne. Il y a 200 milliards qui devraient être engagés bientôt pour prêter aux entreprises par la BEI et 240 milliards qui sont en réserve dans le MES, mécanisme européen de stabilité. Se rajoutent à donc les deux principaux programmes déjà décidés, c'est le PEPP de 750 milliards, mais qui lui est vraiment en œuvre, et puis le programme de 540 milliards des 27 ministres de l'économie et des finances du 9 avril, qui lui est plus potentiel et qui se déroulera sur les 3 ou 4 années qui viennent. Quand la BEI dit qu'elle va dépenser 200 milliards pour prêter aux entreprises, il faut du temps pour mettre en place tous les prêts correspondants. Alors, la proposition franco-allemande du 18 mai de créer un fonds de 500 milliards a été reprise dans la proposition de la Commission le 27 mai, il y a une semaine. Donc, dans le plan de la Commission, il y a deux parties, 500 milliards d'euros de subventions et 250 milliards d'euros de prêts. Donc, ce plan est sur la table et on va voir comment il est mis en œuvre. Donc, là aussi, il s'agit de répondre au recul massif de l'activité qui est anticipé pour cette année, au moins 7% en 2020, et peut-être 8%. Alors, dernier point sur ça, par rapport à ce que vous vivez. Par exemple, concernant la France, moins 8 en 2020, c'est une moyenne entre un premier semestre où on devrait être à moins 15 et donc là, on est toujours page 23. Donc là, dans le deuxième semestre de 2020, on attend un rebond de 5%. Donc, on a fait moins 15 au premier semestre parce qu'on a été fermé 2 mois, un tiers du temps. Donc, moins 15 au premier semestre. Et on attend plus 5 au deuxième. Et la moyenne de moins 15 et plus 5, plus 6, c'est proche de moins 8. Donc, on s'attend à un rebond au deuxième semestre. Toute la question, c'est l'ampleur du rebond. Est-ce que ça sera plus 3? Est-ce que ça sera plus 4, plus 5, plus 6, plus 7? Alors, sur ce plan, ce qui est très important, c'est que
il semble qu'il y ait une vraie appétence au redémarrage. Et ça, c'est plutôt une très bonne surprise par rapport à il y a un mois. Il y a un mois, on était début mai, on espérait sortir le 11 mai, et c'était un déconfinement très prudent. Là, on accélère à partir du 2 juin. Mais ça, ce sont des décisions politiques. Après, elles ne valent que ce que fait le peuple. Donc, plusieurs d'entre vous, au début d'émission, là, de tout à l'heure, ont dit ben moi, tous mes salariés sont revenus. C'est clé, ça. C'est décisif. Alors, on a beaucoup vanté le télétravail. On pourra en parler là, dans la petite discussion. Le télétravail a été une soupape extraordinaire, mais déjà, on en revient. C'est-à-dire que ce qui semble le plus probable dans les années qui viennent, dans les entreprises qui pourront, c'est 2 jours de télétravail, mais quand même 3 jours dans la boîte. Et il est possible qu'on revienne même à 5 jours dans la boîte. Alors, pourquoi il y a une telle limite au télétravail? Parce qu'en réalité, ça revient toujours à ce que je vous disais tout à l'heure. L'économie, c'est de la biologie. Donc, quand on ne bosse pas de visu, c'est compliqué. Donc, on peut faire 2 jours de télétravail, mais quand on voit tout ce qui se prépare aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, dans les entreprises où c'est possible de télétravailler, on n'envisage pas qu'il y ait plus de 2 jours par semaine de télétravail. Il y aura quand même 3 jours en physique, ce qui veut dire que notamment les configurations immobilières des boîtes vont tenir compte de ces modes de fonctionnement. Voilà, donc on va pouvoir en parler. Mais dernier point, avant d'aborder la France stricto sensu, par rapport à ce schéma page 23, on voit que la capacité de rebond à partir du mois de juin-juillet et puis le momentum cet automne, c'est ça qui va diriger tout ce qui va se passer en 2021. En fait, ce qui se joue actuellement, c'est l'année 2021. Donc, est-ce qu'on a un rebond très fort de telle façon qu'en 2021, le rebond continue, hein? C'est-à-dire que si ça se passe bien, on pourrait avoir un rebond de 5-6% à nouveau en 2021. C'est-à-dire, en gros, après une chute de moins 15, on pourrait repartir sur une croissance de plus 6 à partir d'aujourd'hui et jusqu'à fin 2021. C'est le scénario souhaitable. Donc, même dans le cadre de ce scénario souhaitable, à fin 2021, sur la base d'un PIB qui est à 100 en 2019, qui tombe à 92 cette année, on n'a jamais connu ça en temps de paix, hein, avec un PIB à 100 en 2019 qui tombe à 92 en 2020, on serait en 2021 à 96-97. C'est-à-dire qu'on ne rattrapera, si tout va bien, le niveau de 2019 qu'en 2022. Donc, voilà, c'est dans ce cadre-là, si vous voulez bien, qu'on peut ouvrir la discussion du deuxième segment. Et d'ailleurs, ce rebond va être très exigeant, soyons clairs. Ce rebond va être très exigeant. D'ailleurs, quand on dit qu'on a fait moins 15 sur le premier semestre, entre moins 13 et moins 15, tout le monde était là. Tous ceux qui étaient début janvier 2020 ont tous subi le moins 15. Mais tout le monde ne va pas redémarrer à plus 6. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont redémarrer à plus 8, plus 10, plus 15. Notamment tous ceux qui vont récupérer les débris de ceux qui vont tomber. Il va y avoir, donc l'enjeu majeur de juin-juillet, c'est de bien sûr piloter votre boîte et d'avoir les yeux ouverts pour ramasser les débris. C'est toujours dans les plus graves crises qu'on fait les meilleures opérations de croissance. Ce qui suppose d'avoir de la liquidité. Si on vous offre un PGE, il faut vous gaver pour avoir du cash max. L'objectif, juin-juillet, c'est de vous gaver de cash, pas pour le consommer dans votre boîte si elle est bien gérée, mais pour racheter d'autres boîtes, de telle sorte que fin 2021, vous aurez commencé
janvier 2020, vous êtes à 100. En moyenne, surtout s'il y a un peu d'industrie dans vos boîtes, vous êtes à 80 au début de l'automne. Mais si vous êtes parmi ceux qui vont contribuer à la restructuration, vous serez à 120 fin 2021. Donc, il faut pas, c'est pas parce que je vous dis qu'en moyenne, sur l'ensemble de l'économie, on sera à 98, qu'il n'y aura pas des secteurs à 120 et des boîtes à 150. Parce que, en fait, tout le monde ne sera pas là en septembre. Voilà, c'est ça l'idée centrale à laquelle il faut réfléchir, c'est que tout le monde ne sera pas là. On s'attend à ce qu'il y ait une boîte sur 10 qui ne passe pas l'échéance là. Et donc, ça va au passage libérer du capital et du travail. Donc, on va pouvoir aussi récupérer des compétences. Voilà, donc la difficulté des 2 mois, 3 mois, 4 mois qui viennent, c'est qu'il faut faire du pilotage de rallye. C'est-à-dire qu'il faut à la fois réussir tous ces virages, parce que si vous en loupez un, vous ne finissez pas le rallye, tout en ayant les 3 prochains rallyes dans la tête parce que vous visez le championnat du monde. C'est ça qu'il faut faire dans les mois qui viennent. Donc, il n'y a pas d'état d'âme. Si vous avez des liquidités, le truc clé, c'est de ne pas consommer des liquidités. Mais si vous ne consommez pas de liquidités, gavez-vous de liquidités pour faire de la croissance externe à bon prix.